Donc on découvre le primitif, un cancer du côlon. Les formes topographiques. La forme la plus fréquente, c'est le siège au niveau du sigmoïde. Donc c'est plus que 50% des. Cette forme donc se caractérise par risque élevé donc d'occlusion intestinale aiguë. علاش خاطر le côlon sigmoïde d'abord la lumière نتاعو elle est plus étroite. La tumeur donc a une extension surtout circonférentielle importante, elle est infiltrante en virole. Et au niveau du sigmoïde, les matières fécales ne sont plus donc des liquides, donc sont plus dures, donc il y a un risque d'occlusion plus important. C'est généralement donc des douleurs au niveau donc de la fosse iliaque gauche, mais parfois il y a des douleurs au niveau de la fosse iliaque droite. Allèche, en rapport avec la distension sécale en amont. Donc c'est ce qu'on appelle le signe de Bouvray. Donc lorsque la valvule iliosécale est continente, il y a donc un obstacle au niveau du côlon gauche, il y a une distension du côlon en amont, au maximum au niveau du séquent. Avec allèche, donc il y aura des douleurs de la fosse iliaque droite. C'est le signe de Bouvray. Et le risque, c'est la perforation diastatique sécale. Donc en cas de distension majeure, le risque, la perforation du séquent. Le cancer du sigmoïde peut atteindre donc les organes de voisinage, surtout donc le grêle, l'utérus, la vessie et l'urtère gauche. Le curage ganglionnaire peut être complet. Et c'est une question d'examen. Attends, je vais l'anatomie. Le curage est complet. À gauche, il faut l'apprendre. Le cancer du côlon à gauche, le curage ganglionnaire est complet. Mais ce qui m'a fait droit. Mais ce qui m'a le cancer du côlon à droite. Deuxième forme topographique, le cancer du séquent. Donc au niveau du séquent, c'est 10% des cas. C'est une forme généralement qui est très latente. Ça se révèle surtout par une forme compliquée, par une tumeur qui est infectée. Le risque surtout la suppuration et l'absidation. Donc généralement c'est une masse au niveau de la fosse iliaque droite chez un sujet âgé avec une fièvre qui est oscillante, avec syndrome inflammatoire biologique et une anémie. On fait un scanner, donc on découvre un abcès ou bien une suppuration et puis on traite l'abcès, l'épisode infectieux et on fait la coloscopie, donc on fait le diagnostic d'un cancer. Troisième forme topographique, le cancer du côlon descendant. Donc il n'y a pas de particularité au niveau du cancer du côlon descendant. Pour le transverse, donc qui est une localisation, donc se méfie de l'envahissement de l'estomac et du pancréas. Et le cancer du côlon transverse peut donc simuler des douleurs de type biliaire. La localisation de les voies biliaires surtout. Dans 5% des cas, le cancer a une localisation multiple, synchrone. Donc, dans 5% des cas, le cancer peut siéger dans plus que 2 localisations en même temps. Avec allèche, attention, dans surtout les formes occlusives, lorsqu'on ne peut pas explorer par exemple tout le côlon, il faut, après donc l'épisode occlusif, compléter l'exploration du côlon. Donc, le risque donc, c'est de passer à côté d'un cancer qui est synchrone. Les formes compliquées. L'occlusion intestinale et côlon, c'est la complication la plus fréquente. Et Z, donc le cancer du côlon, c'est l'étiologie la plus fréquente donc, de l'occlusion colique. C'est surtout le côlon gauche, le sigmoïde. Le diagnostic donc, étiologique repose comme toute occlusion sur le scanner abdominal injecté avec opacification basse. Il faut oublier donc le lavement baryté. Il faut oublier l'examen du lavement baryté, ça se fait plus. Après la résolution de l'épisode occlusif, donc on fait la coloscopie avec des biopsies. Deuxième donc complication, c'est l'abcès périnéoplasique. Donc c'est la forme infectée, surtout le côlon droit et le séquent. Donc c'est une masse douloureuse au niveau de la fosse iliaque droite avec parfois un contexte subocclusif. La perforation, donc la perforation, 2 types de perforation. Il y a la perforation tumorale in situ et la perforation diastatique en amont d'une tumeur sténosante qui m'appelle car la valvule iliosécale est continente. Donc 2 mécanismes de perforation. Et dans ce cas, la perforation c'est une complication qui est très grave. Donc la survie à 5 ans, toi les 7%. Donc ça se solde d'une péritonite stercorale qui est très grave. Les fistules donc, et les hémorragies, des complications peuvent révéler donc le cancer du côlon. Le diagnostic positif donc, du cancer du côlon, c'est surtout la coloscopie totale plus biopsie. Donc, il faut préparer le malade, bien sûr en dehors de l'urgence.
donc une préparation par le PEG, le polyéthylène glycol, généralement 3 à 4 litres, donc pour bien préparer, évacuer donc les matières fécales et faire la coloscopie totale. On trouve une lésion bourgeonnante et ulcérée, infiltrante, irrégulière, saignant au contact donc du coloscope. Mais si c'est négatif, la coloscopie, ça n'élimine pas un cancer du côlon. Dans ce cas, donc, il faut recourir surtout aux colorations, chromo-endoscopie pour améliorer la sensibilité. La sensibilité, elle est de l'ordre de 96%. Le scanner, donc, avec opacification basse, ce qu'on appelle donc coloscanner, lorsque donc la coloscopie ne permet pas donc le diagnostic, si surtout lésion est infranchissable pour explorer le cadre du colique, on fait un scanner avec opacification basse. Il s'appelle coloscanner ou la coloscopie virtuelle. Donc on fait plus le lavement, on fait le coloscanner pour explorer le reste du cadre donc du côlon. Le bilan d'extension. Dima, le bilan pré-thérapeutique, le bilan d'extension et le bilan d'opérabilité. Ou dima, il ne faut pas oublier, le bilan d'extension, il y a une partie clinique d'abord, par l'interrogatoire d'abord. Et puis l'examen physique. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une hépatomégalie. Donc, ça peut être un foie métastatique. Une acide. Donc, soit une carcinose, soit un foie métastatique. Un ganglion de Troisier, une adénopathie de Troisier ou l'adénopathie de Virchow. Les touchés donc pelviens, surtout touché rectal, soit donc un cancer qui est donc au niveau du sigmoïde qui est prolabé, ou elle donc pour donc on peut percevoir un nodule donc de carcinose, nodule de Douglas. Paraclinique, le scanner TDM TAP. Donc le TDM TAP, ça remplace la radiothorax et l'échographie abdominale. Donc on fait TDM TAP. Et une coloscopie totale, bien sûr, pour explorer tout le cadre colique. Donc coloscopie totale, tout le bilan d'extension. Donc c'est les deux seuls examens donc systématiques. Ou le béri donc si en cas de signe d'AP, qu'une femme a donc mouchkla par exemple au niveau du foie, fait scanner TAP. On complète par exemple par une échographie hépatique, voire par une IRM hépatique, surtout dans un contexte de métastase. Le meilleur examen c'est l'IRM hépatique. Kif au niveau du poumon. On peut compléter donc par d'autres examens. S'il y a des signes urinaires, on peut compléter par un uroscanner par exemple, à la recherche donc d'un envahissement par exemple de l'urtère. Voilà une cystoscopie, si manifestation donc du bas appareil urinaire. Le donc d'opérabilité, surtout donc un bilan pré-thérapeutique et un bilan nutritionnel. Donc les marqueurs tumoraux, surtout l'ACE. L'ACE, donc le cancer du côlon et du rectum, c'est l'ACE uniquement. Donc pas d'intérêt diagnostique, mais c'est très important surtout pour la surveillance post-opératoire. Donc pour détecter les récidives. Donc on fait surveillance tous les 3 mois pratiquement dosage de l'ACE. La prise en charge thérapeutique. Donc, d'abord, la préparation donc, du malade, très importante. C'est surtout le contexte d'urgence. Donc, lorsque le cancer est compliqué, surtout d'occlusion, toujours il faut préparer le malade psychiquement le risque de stomie. C'est une stomie, donc, donc il faut préparer toujours le malade le risque de stomie. Il y a la préparation donc générale pour donc les chirurgies à froid, correction d'une anémie, l'équilibration d'une taille. C'est une chirurgie majeure, donc la chirurgie du côlon. Et la préparation locale, surtout donc la veille de la chirurgie, par régime donc sans résidus et surtout les lavements évacuateurs. Les principes carcinologiques, donc c'est une chirurgie carcinologique. Donc la voie d'abord, généralement c'est une médiane, donc surtout la voie cilioscopique, elle est en essor. Comme toute chirurgie carcinologique, donc il y a des impératifs. Donc la marge de sécurité doit être de 5 cm de part et d'autre de la tumeur. Mais il faut savoir que cette condition est toujours donc assurée. Donc Mahichi qui va nous guider, allez, déjà donc il va être assuré. Donc l'étendue de l'exérèse colique est plutôt guidée par des impératifs vasculaires. Surtout concernant donc le curage ganglionnaire. Donc il faut savoir que le curage ganglionnaire, ça impose une ligature des vaisseaux nourriciers à leur origine, afin donc d'emporter les ganglions les موجودين في الميزوكولون. Donc نحيو الميزوكولون الكل
bima fi donc les vaisseaux et les ganglions. Avec allège donc, quel que soit, donc dima la marge de 5 cm de part et d'autre, elle n'est pas importante, dima toujours donc elle est assurée. Même bzzaïd. Qu'est-ce qu'on fait pour un cancer du côlon non compliqué? Donc le geste, ça dépend de la localisation de la tumeur. Pour le cancer du côlon droit, on fait une hémicolectomie droite avec anastomose iliotransverse. Dima le premier temps opératoire, c'est toujours donc il faut explorer, donc une célioscopie, surtout la parotomie médiane, explorer, et surtout le premier temps donc, opératoire, c'est il faut ligaturer l'artère. Donc il faut ligaturer le pédicule artériel. Au niveau du côlon droit, le pédicule artériel est lié à l'origine, c'est-à-dire au flanc droit de l'artère mésentérique supérieure. Et puis on réalise donc l'exérèse, côlon droit plus dernière anse iliale, donc c'est une hémicolectomie droite carcinologique, plus donc 2/3 ou à la moitié du côlon transverse, avec anastomose iliotransverse en un temps. Pour le cancer du côlon gauche, ligature de l'artère donc mésentérique inférieure à 1 cm de son origine, hémicolectomie gauche carcinologique, c'est-à-dire exérèse du côlon gauche depuis le tiers gauche du côlon transverse jusqu'à la jonction recto-sigmoïdienne, avec anastomose colorectale. Pour le cancer du sigmoïde, on peut réaliser ce qu'on appelle la colectomie segmentaire basse, une sigmoïdectomie carcinologique avec anastomose colorectale. Dans ce cas, la ligature de l'artère mésentérique inférieure se fait après l'émergence de l'artère colique supérieure gauche. Pour le côlon transverse, il n'a pas de vascularisation propre. Donc, soit mille ou à droite, on fait une hémicolectomie droite avec anastomose iliotransverse, soit à gauche, on fait le sacrifice. On fait donc un sacrifice à gauche, hémicolectomie gauche avec anastomose colorectale. Waqtesh na'mlu colectomie subtotale. En cas de cancer synchrone à droite et à gauche, donc deux localisations tumorales en même temps, ou elle a même un cancer colique avec une polypose disséminée, donc une colectomie subtotale. Et donc dans le contexte d'un cancer du côlon non compliqué. Concernant le cancer du côlon compliqué, la complication la plus fréquente qui m'a connu, c'est l'occlusion. Donc, quant aux occlusions, il faut hospitaliser, il faut réanimer le malade, aspiration et rééquilibration hydroélectrolytique. Si l'occlusion cède, c'est tant mieux, c'est un traitement différé à froid. Si l'occlusion ne cède pas, donc, il y a des modalités thérapeutiques. Ça dépend, donc, en opératoire, qu'est-ce qu'on va décider. Si donc, le cancer du côlon à droite, on peut faire une hémicolectomie droite avec anastomose iliotransverse immédiate, protégée donc par une iliostomie. Dima donc l'anastomose dans un contexte d'urgence, elle est à l'aqal donc protégée. Quand on a l'anastomose en un temps, on doit la protéger dans le contexte d'urgence. Donc dima l'anastomose, quand il y a une occlusion, quand le côlon donc un bout qui est dilaté, le bout d'amont, ou le bout l'autre donc ماهوش dilaté, donc il y a différence de calibre qui n'a donc suture باش تجي qualité خايبه, donc il y a toujours le risque de lâchage. Donc on doit à l'aqal protéger par une ileostomie, yani les matières fécales يتعداو par l'astomie. On bat donc à froid après 3 à 4. On fait ce qu'on appelle donc l'exclusion de la stomie. Si donc la tumeur siège à gauche, on peut faire donc l'exérèse tumorale, colectomie segmentaire sans anastomose. Femme à deux types, soit l'intervention de Volkmann, soit l'intervention de Hartmann. Ben, je a fait l'intervention de Bouilly-Volkmann. Bouilly-Volkmann, donc extériorisation de deux bouts. Donc, à l'exérèse, on n'a pas fait l'anastomose. Donc, on a deux bouts dans une poche de stomie. C'est l'intervention de Bouilly-Volkmann. Pour l'intervention de Hartmann, on ferme le bout distal et on fait une colostomie proximale. Donc le bout proximal يخرج en stomie, une colostomie proximale, et le bout distal donc, sera fermé. Après 3 à 6 mois, donc on va faire ce qu'on appelle le rétablissement de la continuité. Autre donc modalité thérapeutique, on peut faire une colostomie première de décharge par voie élective. Une colostomie donc de décharge, donc pour passer le cap. Puis donc on peut faire à distance donc la résection carcinologique.
Autre procédure, donc la mise en place d'une prothèse ou un stent transtumoral. Donc la prothèse, c'est surtout donc, pour les patients qui sont très âgés, qui sont très altérés. Donc on ne peut pas opérer. Généralement, on procède par voie endoscopique, par coloscopie, où il y a risque de perforation, donc il faut faire attention. On met en place donc une prothèse in situ. Si on peut aider à faire des biopsies, donc on fait les biopsies en même temps. Dans ces deux cas, donc après donc 8 à 14 jours, donc lorsque le côlon yarja le calibre normal, on ne sera plus dilaté, on peut faire donc l'exérèse colique plus le rétablissement de la continuité en un temps. On peut aussi faire une colectomie totale avec anastomose ilio-rectale immédiate, plus donc protégé toujours par une iliostomie. Donc on peut faire une colectomie totale. C'est surtout lorsque donc le côlon en amont de l'obstacle est très dilaté et pré-perforatif. Donc on fait une colectomie subtotale avec donc anastomose protégée. Deuxième donc complication, l'abcès périnéoplasique. Donc qui m'a fait la diverticulose, donc ou fait l'abcès appendiculaire. Donc il y a le traitement, le volet antibiothérapie, donc antibiotiques généralement augmentant 1 g x 3 par jour, plus drainage percutané, c'est surtout si l'abcès est supérieur à 5 cm. Et puis donc la chirurgie à distance. Parfois on peut pas faire donc le drainage percutané, on opère le patient, on draine l'abcès chirurgical et on fait donc une exérèse sans rétablissement de la continuité, surtout Bouilly-Volkmann, donc à droite, la localisation donc à droite, la localisation préférentielle de l'abcès, on fait l'intervention de Bouilly-Volkmann, donc on extériorise l'iliostomie et la colostomie dans une poche de stock. Troisième complication, donc la perforation. Il faut savoir que la perforation, c'est un très mauvais pronostic, ça classe d'emblée la tumeur T4, c'est-à-dire donc péritoine déjà envahi, et R1 d'emblée. Donc R1, c'est-à-dire il y a un résidu microscopique tumoral qui va rester. Pour la perforation tumorale in situ, donc on fait une hémicolectomie sans rétablissement. Attention, donc pas de rétablissement en perforation. Donc c'est une péritonite déjà. Perforation diastatique en amont du côlon gauche, c'est une colectomie totale. Et surtout drainage, donc péritonite, un drainage, les drainage pour drainer les collections. Les traitements adjuvants, donc d'emblée, il faut savoir, il n'y a pas de place à la radiothérapie pour le cancer du côlon. Il y a uniquement la chimiothérapie et aussi les thérapies ciblées en chauffant. Donc la chimiothérapie, les indications terrain, c'est une chimiothérapie adjuvante, surtout donc après la chirurgie à visée curative. Pour les sujets surtout donc, qui ont une extension ganglionnaire, donc classé N+, ou T3, donc T3 ou N+. Enfin, bon, donc l'importance de la réunion RCP, donc les faits les oncologues, ils vont décider, donc c'est personnalisé à chaque patient. Enfin, donc des sujets qui sont classés T3, N0, M0, sans autre facteur de mauvais pronostic, ils n'ont chimiothérapie. Mais pour faciliter la tâche, les communs, donc T3 ou N+, égale chimiothérapie. Il y a d'autres indications de la chimiothérapie. Les sujets jeunes, donc les sujets jeunes, c'est surtout un facteur de mauvais pronostic. Les cancers, donc révélés par une complication, perforation ou occlusion. Les tumeurs, donc peu différenciées. Les facteurs de mauvais pronostic aussi anatomopathologiques, donc tels que l'embole vasculaire, l'engainement périnoveux, la tumeur peu différenciée. Donc c'est des indications à la chimiothérapie adjuvante. Il faut savoir aussi donc, que la chimiothérapie est indiquée à titre donc, palliatif chez les patients non opérables. Voilà, chez les patients, on a des métastases qui sont non résécables. Donc, on va indiquer la chimiothérapie. Donc, il y a plusieurs protocoles de chimiothérapie. Donc, les protocoles, surtout Folfox-Folfiri. Donc, le protocole Folfox-Folfiri. Juste une remarque, donc, pour la chimiothérapie adjuvante, après une chirurgie curative, la chimiothérapie doit débuter donc, précocement après les chirurgies. Il faut adresser à un oncologue pour débuter la chimiothérapie. Après au maximum 42 jours post-opératoire, il faut débuter donc la chimiothérapie. La prise en charge des cancers du côlon métastatique. Donc les cancers M0. D'abord, il faut raisonner surtout donc les métastases hépatiques. أول حاجة قدام
des métastases hépatiques, il faut raisonner. Est-ce que c'est des métastases résécables ou à l'aller? Donc, on peut donc céder des examens qui m'a l'IRM hépatique pour décider. Il faut savoir à la métastase hépatique, axe d'autres cancers, donc le traitement peut être curatif. Donc, métastase, ça y est, c'est un stade palliatif. Non. Donc, les métastases hépatiques ne constituent pas une contre-indication à l'exérèse tumorale. Si les métastases donc résécables sont synchrones de la tumeur, donc est-ce qu'on débute la prise en charge par donc la résection de la tumeur ou la résection de la métastase? C'est débattu, mais si le cancer est symptomatique, l'exérèse du cancer, on va donc نعملو une chimiothérapie, on va نعملو la résection donc de la métastase. Si donc le cancer n'est pas symptomatique, on peut débuter par la résection de la métastase hépatique. Ou la résection de la métastase toujours donc doit être encadrée par une chimiothérapie. Donc encadrée, femme donc au moins 6 cures donc avant la résection, 6 cures de chimiothérapie ou 6 cures après. Folfox, folfiri, donc c'est pour la métastase lorsque les métastases hépatiques sont résécables, sont jugées résécables. Si donc les métastases ne sont pas résécables, le traitement c'est la chimiothérapie plus ou moins thérapie ciblée. Ben, je n'ai thérapie ciblée. Femme a deux types de thérapie ciblée. Femme a ce qu'on appelle les anti-angiogéniques, c'est surtout l'Avastin. Et une autre molécule, donc c'est les inhibiteurs de l'EGF, donc comme l'Erbitux ou la Cetuximab. Donc les thérapies ciblées sont associées à la chimiothérapie. En cas de métastase hépatique non résésicable, la chimiothérapie c'est le seul traitement donc de première intention. Il faut savoir que 15 à 20% vont répondre au traitement et vont devenir secondairement résécables. Qui est métastase hépatique ou résécable, donc on peut être curatif, marche palliatif. Le plus souvent c'est une chimiothérapie de type FOLFIRI. Et on peut associer donc dans ce cas ce qu'on appelle une thérapie ciblée. Femme a deux types de molécules, femme les anti-angiogéniques, donc l'Avastin, anti-VEGF, ou femme les inhibiteurs de l'EGF, l'Erbitux. Donc il faut chercher ce qu'on appelle sur donc le tissu tumoral la mutation du gène KRAS. Femme a un gène اسمه KRAS, c'est un anti-oncogène. Donc c'est un proto-oncogène. Est-ce que ce gène est dans l'état sauvage, non muté, ou s'il est muté? Quand le KRAS, donc il est sauvage, on peut indiquer l'Avastin, on ne peut pas indiquer donc l'Erbitux. Ou quand le KRAS, le gène KRAS, il est muté, on peut indiquer l'Avastin Z, donc l'Avastin dans les deux cas. Et dans ce cas, on peut indiquer aussi l'Erbitux, l'inhibiteur de l'EGF, voir que le KRAS muté. Donc il faut se conseiller sur le tissu tumoral avant de prescrire. Donc c'est les anapathes qui font ça. Et si la réponse est satisfaisante, donc la tumeur toile est résécable, dans 20% des cas on peut recourir donc à la chirurgie, donc la résection de la métastase, la résection de la tumeur. La surveillance post-opératoire. Donc examen clinique complet plus dosage ACE tous les 3 mois pendant 3 années, puis tous les 6 mois, donc pendant 2 prochaines années. Il faut savoir que le dosage ACE c'est le plus efficace dans la surveillance post-opératoire. Une écho abdominale donc chaque 6 mois pendant 5 ans. Une radiothorax donc chaque année pendant 5 ans. Et si donc l'écho ne suffit pas, on peut faire donc un scanner. Bien sûr, le scanner maintenant est recommandé plus que l'écho et la radiothorax. Donc on fait un scanner table de contrôle. La coloscopie, donc après 3 ans, puis si normal, on la répète donc chaque 2 ans. Il faut savoir que si donc, le malade a été opéré et si il n'a pas eu de coloscopie complète avant la chirurgie, il faut après la chirurgie refaire donc la coloscopie totale. Ou quel malade a une stomie, il faut
donc complété par le bout de la stomie. C'est une question d'examen très importante. Donc, compléter le bilan d'extension. Quand un malade est en occlusion, stomie, il faut compléter après la chirurgie, donc après 3 mois, donc par une coloscopie par le bout de la stomie. La prévention donc, des cancers du côlon. La prévention secondaire se base sur le dépistage et éradication des polypes adénomateux. Donc le dépistage est très important. Donc tout polype doit être éradiqué. C'est une lésion précancéreuse. Dépistage des populations à risque, surtout les formes héréditaires. Et le dépistage de masse, dépistage organisé à la recherche de sang dans les selles par les tests occultes chez la population générale. La prévention primaire se base sur des règles hygiéno-diététiques. Donc favoriser le régime riche en fibres alimentaires, favoriser l'activité physique, éviter l'alcool, le tabac. Les facteurs pronostiques donc des cancers du côlon. Le stade TNM, c'est l'élément pronostique essentiel, le degré d'extension pariétale, l'envahissement ganglionnaire et la présence de métastases. L'âge, donc jeune, c'est un facteur de mauvais pronostic. Les complications révélatrices, c'est des mauvais pronostics, surtout la perforation, c'est le plus mauvais pronostic, 7% de survie à 5 ans. Les facteurs à impact, l'engainement tumoral périnerveux, les emboles vasculaires ou lymphatiques, la dédifférenciation histologique, l'aneuploïdie, la présence de cellules en bagage à temps, le contingent colloïde muqueux, l'instabilité des microsatellites. Eh bien, il faut savoir que la présence d'un statut MSI, c'est-à-dire instabilité de microsatellites, c'est un facteur donc favorable. C'est un facteur de bon pronostic. La présence d'une instabilité de microsatellites, c'est un facteur de bon pronostic. Au total, donc le cancer du côlon, c'est un cancer par rapport aux autres cancers qui est de pronostic plus ou moins bon. Donc survie, tout stade confondus, c'est entre 50 et 60% des cas. Il faut surtout le diagnostiquer à un stade précoce.